Bienvenue dans cette édition. À l'agenda présidentiel, il faut noter deux audiences. Le président de la République, Mohamed Bazoum, s'est entretenu avec la présidente directrice générale du NEPAD et le secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, organisation qui réunit plusieurs associations de collectivités locales. Le compte-rendu de Jocelyne Amoussou et Ousmane Sani Abdou. L'AUDA NEPAD, l'agence de planification et de coordination de l'agence de développement de l'Union africaine, a pour mission de faciliter et de coordonner la mise en œuvre des programmes et projets de développement prioritaires. Aussi, la présidente directrice générale de l'AUDA NEPAD dit être venue recueillir les propositions du Niger en matière de développement économique. African Union Development Agency, c'est une agence de la mise en œuvre de la vision 2063 et d'aspiration des États membres africains. Donc, c'est normal que je vienne ici pour parler un peu, de voir la vision du président et aussi identifier les priorités qu'ils veulent vraiment mettre en place avec l'appui de notre agence. Donc, on a parlé un peu d'infrastructure. Infrastructure, c'est vraiment la base du développement. Donc on a parlé d'infrastructure, le chemin de fer qui doit se faire entre ici, qu'il y ait, disons, le Bénin, Niger, Togo et autres, qui est dans le cadre de notre programme prioritaire des infrastructures qui s'appelle PIDA. Donc, on a parlé de ça et on a parlé aussi de besoin de vraiment la création des emplois pour les jeunes et puis aussi les intégrer dans la transformation socio-économique de ce pays. Je suis très fière d'être ici, qui est le pays de mon prédécesseur. Comme vous savez, il était le premier ministre ici que j'ai succédé et donc vraiment pour moi c'est un grand honneur et double honneur aussi de visiter votre pays. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, une organisation qui rassemble plusieurs associations nationales de collectivités locales de toutes les régions d'Afrique. J'ai eu l'honneur d'être reçu. C'est une surprise parce que c'est une demande que j'ai faite assez récente et j'ai été très très surpris que le président ait pu trouver un moment pour me recevoir alors que demain il a un événement très important qui va se tenir ici. Je suis venu en partie à la demande du président qui a souhaité que l'événement phare des collectivités territoriales, qui est le sommet Africité, soit accueilli à Niamey en 2028. Et nous avons estimé qu'il n'y a plus d'appel à candidature. Ce sera Niamey en 2028. L'importance de la diplomatie des villes était également au cœur des échanges. Nous avons aussi voulu témoigner de ce que le Niger commence à être un acteur important dans le monde des collectivités territoriales. M. Dougari, qui est maire de Niamey, a été élu lors du dernier congrès vice-président de Cités et gouvernements locaux unis au niveau mondial. Et ça ouvre une fenêtre pour la diplomatie des villes autour du Niger. Et j'ai rappelé au président de la République que les collectivités territoriales sont des acteurs publics qui peuvent être porteurs d'une diplomatie des villes. Parce que c'est aussi une manière d'ouvrir d'autres portes que les seules portes de la diplomatie nationale. Une des choses sur lesquelles j'ai également insisté avec M. le Président, c'est je me suis félicité de l'existence d'une agence de modernisation des villes. Et dont M. Mokhtar, à côté de moi, est un excellent directeur. J'ai rappelé que cette agence doit et fait déjà beaucoup pour la justice territoriale. Donc nous avons décidé de créer un véhicule financier qui s'appelle l'Agence territoriale Afrique pour le commerce et l'investissement. Nous en avons parlé à M. le Président parce que
le Niger est le champion de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit de mettre en relation les acteurs économiques qui sont souvent dans des villes. Et la banque Import-Export de l'Afrique, qui est Afreximbank, nous sommes en négociation avec cette banque pour qu'elle accueille en son sein notre agence. Et cette agence a comme objectif d'aller chercher l'argent sur le marché financier pour le diriger vers les collectivités territoriales et donc complémenter les efforts de l'État. Ces deux audiences s'inscrivent dans le cadre de la dynamisation des relations de coopération entre le Niger et ces deux institutions, coopération suscitée par les efforts du gouvernement du Niger dans le développement économique. Le président du Sahara occidental, Brahim Moustapha Ghali, a été accueilli cet après-midi à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Cet hôte est venu prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique. En bref, toujours audience au cabinet du Premier ministre, Oumoudou Mahamadou a reçu le secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique, Antonio Pedro, ainsi que Jean-Pierre Elong Bassi, secrétaire général du Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Avec le chef du gouvernement, des questions d'intérêt commun ont été évoquées. Sommet UA, le champion de la ZLECAf, l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu une forte délégation de la ZLECAf conduite par le secrétaire général de l'organisation. Cette délégation comprend également les ministres nigériens et gabonais. Plusieurs sujets concernant la marche de la ZLECAf ont été évoqués. Aliou Ibrahim et Souleymane Wali. Cette audience accordée aux principaux responsables de la zone de libre-échange continentale africaine a permis à ces derniers de faire le point aux champions de cette structure continentale. En effet, le champion Issoufou Mahamadou sera le porte-flambeau et l'avocat de la ZLECAf au sommet des chefs d'État que Niamey va accueillir le vendredi prochain. Nous sommes venus faire le point des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine à son Excellence, Monsieur le Président Issoufou Mahamadou. Comme vous le savez, il est le champion et leader de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons également fait le point des résultats et des conclusions de la réunion tenue à Libreville qui a essentiellement porté sur les protocole sur l'investissement, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence. Et bien sûr, jusqu'à présent, nous sommes très satisfaits des progrès réalisés et nous comptons bien sûr travailler à ce que tout cela puisse s'améliorer. Au cours de l'audience que vient de nous accorder le champion de la ZLECAf, il était question de lui faire le point
les travaux de Libreville, donc du 11e Conseil des ministres de Libreville qui a adopté les 3 protocoles. Le protocole sur l'investissement, le protocole sur la propriété intellectuelle, le protocole sur la concurrence. Donc il était question de lui mettre toutes les recommandations issues de ce conseil pour que lui, à son niveau maintenant, porte effectivement le message auprès des chefs d'État le 25 prochain. Ce matin, il y a eu le conseil exécutif qui a consisté en fait à examiner les documents qui ont été produits au niveau ministériel et qui vont évidemment être soumis donc au chef d'État le 25. Ça concerne aussi bien le sommet sur l'industrialisation que le sommet sur la ZLECAf. Je dois dire que c'est vraiment une fierté et un honneur pour nous et pour notre pays d'accueillir en l'espace de quelques années seulement, encore une fois, l'Afrique tout entière pour échanger sur des thématiques qui sont aussi importantes pour l'avenir de notre continent que l'industrialisation et le commerce. Les 3 responsables reçus en audience se sont félicités de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec Issoufou Mahamadou, champion de la zone de libre-échange continentale africaine. La première dame du Burundi est arrivée cet après-midi à Niamey où elle participera le 25 novembre prochain au panel de haut niveau des premières dames qu'organise la première dame du Niger, présidente de la Fondation Nous. Les Échos avec Ismaël Daouda et Lawali Aya. L'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Les dispositifs mis en place annoncent l'arrivée d'une importante personnalité. La première dame du Burundi, son Excellence Angéline Ndaïchimie, est en visite de travail et d'amitié à Niamey. Angéline Ndaïchimie est accueillie par la première dame Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, ayant à ses côtés ses plus proches collaborateurs. L'accueil est étincelant, empreint de cordialité et laisse entrevoir les bonnes relations qui existent entre les 2 personnalités. Les sons de Algaïta, le Bianou et autres diversités culturelles ont agrémenté l'accueil. Les 2 personnalités convergent alors vers le salon d'honneur pour un tête-à-tête. Et tout au long de la route et des coins de la ville, le même accueil est réservé à la première dame du Burundi. Angéline Ndaïchimie, première dame du Burundi, participera le vendredi 25 novembre 2022 au haut panel de premières dames sur la vision du futur économique de l'Afrique en tant que femme leader qu'organise la première dame Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour. Elle aura aussi des séances de travail à la Fondation Nour et des visites de terrain. Ouverture ce matin à Niamey des travaux ministériels préparatoires du double sommet de l'industrialisation de l'Afrique et de la ZLECAf. Cette réunion extraordinaire a enregistré la présence des ministres des Affaires étrangères et ceux de l'industrie du continent, Aliou Ibrahim et Amidou Abdoulaye. L'Afrique, riche de ses ressources naturelles et autres matières premières, doit s'engager véritablement sur le chemin de l'industrialisation. Et ce processus passe nécessairement par le développement des échanges intra-africains. Pour les prochains jours, Niamey sera la capitale de l'Afrique. Une Afrique décidée à prendre en main son destin. Pour célébrer le nouvel élan ambitieux, plusieurs allocutions. Le président de la Commission de l'Union africaine qui a tenu à saluer la tenue de ces assises de Niamey. L'Afrique fait, en dépit de ses multiples vaillantes résistances et preuves de remarquable résilience, la dure expérience de sa forte dépendance à l'égard de l'extérieur. Cette dépendance qu'il faut nécessairement envisager de réduire de manière significative à travers l'accélération du processus d'industrialisation du continent. Les attentes du continent sont d'une part
une production des biens manufacturés diversifiée et d'autre part un renforcement des échanges commerciaux intra-africains qui devra faciliter la pleine et totale opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Pays hôte de cette réunion ministérielle continentale, le Niger est fier d'accueillir l'Afrique, dira le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. La 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation, tenue les 30 et 31 janvier 2015 à Addis Abeba, en Éthiopie, avait adopté l'agenda 2063, qui est devenu depuis la boussole pour la construction d'une Afrique unie et prospère. Les 3 objectifs fixés dans cet agenda, faut-il le rappeler, sont les suivants. Le renforcement des coopérations intra-africaines, l'achèvement des intégrations régionales et l'industrialisation du continent. Cela met en évidence, et ce de manière très claire, l'importance que revêt le double sommet que nous sommes appelés à préparer. Joindre la session sur la ZLECAf à la session sur l'industrialisation n'est donc que plus pertinente. Des défis restent à relever. Cependant, grâce aux efforts conjugués de tous les Africains, des avancées seront enregistrées. Pour changer cette situation et réaliser l'Afrique que nous voulons, une Afrique unie et prospère, le moment est donc venu, aujourd'hui plus que jamais, et ici plus qu'ailleurs, de poser les véritables jalons de l'industrialisation et de la diversification économique de notre continent. Par ailleurs, vous conviendrez avec moi que les produits manufacturés et autres biens et services, fruits de cette industrialisation que nous voulons promouvoir et renforcer, serviront sans aucun doute à la mise en œuvre pleine et efficiente du marché commun africain, objet de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, que 54 États africains ont signé, avec 44 ratifications à ce jour. La programmation pour leur tenue le même jour du sommet sur l'industrialisation et la session sur la ZLECAf est par conséquent une approche qui permet de mettre de bout en bout les 2 maillons de la chaîne pour l'objectif de développement économique de notre continent, que sont la production industrielle et le marché commun. Le secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique, la représentante de Afro Champion ont pris la parole pour saluer les efforts déployés à divers niveaux pour atteindre ce noble objectif. Prononçant le discours d'ouverture des travaux, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, présidente du Conseil exécutif de l'Union africaine, a évoqué les différents enjeux liés à ces travaux préparatoires du sommet des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union africaine de Niamey. En se proposant d'examiner la problématique de l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique, nos chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur volonté de trouver des solutions viables pour le devenir de nos économies et de nos États. Cette décision importante comporte une haute portée stratégique car, après tout, le but visé dans le processus d'industrialisation et de transformation productive de nos pays est bien l'amélioration de nos capacités à tirer parti des nombreuses ressources humaines et naturelles dont regorge notre continent. Cette réunion de Niamey est une occasion de relancer de grands projets qui permettront de faire évoluer le processus d'industrialisation de l'Afrique. En raison de l'importance du double sommet de Niamey, le Royaume d'Arabie Saoudite a dépêché son ministre en charge des affaires africaines pour faire une communication à l'intention des pays africains sur les efforts saoudiens déployés au profit du continent, le soutien pour l'organisation de l'exposition 2030 et préparer le futur sommet Union africaine-Monde arabe. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a effectué ce matin une visite des locaux du palais du 29 juillet où se tient depuis le 20 novembre dernier la foire prévue dans le cadre du sommet des femmes africaines transformatrices. Cette rencontre a enregistré la participation des femmes venues des 4 coins de l'Afrique qui ont reçu les encouragements de la ministre en charge de la promotion de la femme du Niger. Le compte rendu avec Nafis Abadmassi et Mahamadou Adamou. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant par les femmes transformatrices venues de plusieurs pays d'Afrique pour participer à ce sommet des femmes transformatrices qui se tient depuis le 20 novembre à Niamey. Étant la ministre de la Promotion de la Femme, quoi de plus normal que d'assister et encourager ces valeureuses femmes?
C'est déjà une préoccupation pour nous de voir ces femmes-là évoluer. Et quand nous venons ici, c'est pour voir concrètement ce que les femmes-là ont comme génie. Et on a remarqué que vraiment il y a du talent dans ce que ces femmes-là sont en train de faire. Et les produits qui sont ici, ce sont des produits vraiment compétitifs à l'échelle internationale même. Et tout ce que ces femmes-là veulent, en fait, c'est un peu d'appui pour pouvoir améliorer et aller de l'avant. Donc, nous ne faisons qu'encourager ces femmes-là. Et le fait que ça soit à l'échelle africaine, ça nous donne encore plus de courage, ça nous donne encore plus de force. Et parce que tout simplement, on sent que c'est des efforts conjugués qui sont en train de se construire ici et pour accélérer l'industrialisation en Afrique. Cette participation massive et l'exposition des différents produits transformés par les femmes témoignent une fois de plus l'engagement et la détermination des femmes à être plus que jamais indépendantes économiquement. Ainsi, c'est avec un sentiment de satisfaction que la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a quitté les locaux du palais du 29 juillet spécialement réservé pour le sommet. Toujours dans le cadre du sommet des femmes africaines transformatrices, un atelier d'échange et de formation se tient depuis hier au palais du 29 juillet. Il vise à former les femmes sur plusieurs aspects, dont le marketing et l'emballage des produits. Cette rencontre d'échange est organisée par Rabi Azika, organisatrice principale du dit sommet. Nafisa Badmassi et Mahamadou Adamou. Le sommet des femmes africaines transformatrices n'est pas uniquement réservé pour l'achat et la vente des produits de transformation. C'est aussi et surtout un espace d'échange et de formation. C'est la preuve à travers cet atelier initié par l'organisatrice principale du sommet qui vise à créer une synergie entre les femmes de différentes nationalités. Cet atelier rentre parfaitement dans le cadre du sommet des femmes africaines transformatrices, première édition. Et là, nous sommes dans le renforcement des capacités des femmes, des échanges que nous sommes en train de faire pour que chacune comprenne le problème que l'autre a, peut-être quelle est la solution. D'abord, aider les femmes à apprendre à se découvrir elles-mêmes, à apprendre à apprécier leurs lacunes et leurs solutions. Ce matin, nous avons abordé une question très percutante qui est l'éducation financière et qui leur permet aussi de voir là où elles ont des tares et quelle sorte de corrections apporter pour aller de l'avant. Nous, notre part, c'est d'amener les femmes à se mettre ensemble, se rapprocher, travailler ensemble, se connaître. Parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas composer avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. C'est une opportunité pour ces femmes africaines transformatrices d'acquérir des connaissances en partageant leur expérience les unes avec les autres. On a beaucoup appris avec les formatrices qui sont là et on a fait de belles rencontres avec les autres entrepreneurs africaines et tout. Et je pense que cette semaine-là va impacter nos vies à nous. Là, on est en train de suivre plusieurs formations sur le financement, sur la qualité du produit, sur les emballages aussi. Donc, c'est quelque chose qui complète avec notre domaine d'activité. Et aussi, il y a l'opportunité avec les partenaires qui sont là sur les financements d'équipements pour venir voir qu'est-ce qui nous manque comme équipement. Surtout avec la technologie, on peut aller à l'industrialisation. Il y a des équipements qui nous manquent ici au Niger. Ce sommet des femmes africaines transformatrices a enregistré la présence des femmes entrepreneurs de 24 pays exposantes ou participantes. Il se tient en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique qu'abrite Niamey, la capitale nigérienne. Voilà la suite de cette édition à l'Assemblée nationale, modification de la loi portant indemnité et avantages des députés au Niger. Ce matin à l'hémicycle, les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi par 51 voix pour et 0 contre, 0 abstention. Les détails avec Kadigatou Kimbakolo.
Présidée par Seyni Oumarou, président de l'Assemblée nationale, la plénière de ce mercredi a porté sur l'examen et le vote de la loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés. Après l'examen des textes, c'est à l'unanimité que les 151 députés présents à l'hémicycle ont adopté la dite loi. La loi existante est une loi de 2011. Elle avait des rubriques qui nous semblaient un peu floues. Et pour une meilleure rigueur dans la répartition des différents frais, nous avons réexaminé la loi et nous avons affecté les ressources ou les dus aux députés. Nous les avons affectés dans les différentes rubriques telles que nous les concevons et telles qu'ils peuvent se concevoir clairement. Il s'agit d'une simple écriture. Reverser certains frais de transport vers d'autres chapitres, reverser les frais d'émission vers des frais de restitution et des frais de mandat, c'est essentiellement cela. Nous n'avons pas ajouté un franc. Et non seulement que donc rien n'a été ajouté aux avantages des députés, donc ça n'affecte pas le budget de l'Assemblée nationale, mais aussi c'est que lorsque nous avons fait la comparaison, nous avons constaté que le député du Niger est le moins payé de tous les députés de la sous-région. Les travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022 reprendront le vendredi 25 novembre prochain avec à l'ordre du jour l'examen et vote des deux projets des lois portant sur des ratifications. Signature cet après-midi au ministère des Affaires étrangères d'une convention de financement entre le Niger et l'Union européenne. À travers cette convention, c'est une enveloppe supplémentaire de 25 millions d'euros, soit l'équivalent d'environ 1,6 milliard de francs CFA que l'Union européenne met à la disposition du Niger pour faire face, et cela de façon urgente, à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle née des différents chocs qui secouent le monde actuellement. Mariam Adakou et Hassan Moussa. La signature de cette convention de financement, faut-il le dire, fait suite à la décision de la Commission de l'Union européenne annoncée par sa présidente en juin dernier de réorienter rapidement 600 millions d'euros des fonds dégagés des 10e et 11e fonds européens de développement FED. Par l'octroi de cette enveloppe de 25 millions d'euros, soit l'équivalent de 1,6 milliard de francs CFA, la Team Europe a voulu manifester son soutien au Niger, notamment dans le cadre du financement du programme contrat relatif à la résilience et à la construction de l'État, SRBC, sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. Nous avons voulu mobiliser au-delà des fonds que nous avons déjà dans le cadre de notre coopération, des montants supplémentaires, 25 millions d'euros effectivement en appui budgétaire, et à cela s'ajoute encore 6 millions d'euros en aide humanitaire. C'est un symbole qui représente une mobilisation immédiate, mais dans le cadre d'une coopération, d'un partenariat qui est beaucoup plus large que cela. Ceci dit, la réactivité, la prévisibilité compte dans des partenariats, mais la réactivité compte aussi. Et donc en avril, quand il y a eu la conférence justement pour mobiliser des fonds supplémentaires pour appuyer les démarches importantes que fait votre pays pour absorber, amortir le choc de la crise des prix alimentaires, moment à laquelle Équipe Europe avait mobilisé 115 millions d'euros. On avait pensé qu'au-delà de ça, il fallait faire un effort supplémentaire. Et donc je suis vraiment très content aujourd'hui qu'on puisse concrétiser cet engagement qu'on avait pris. En procédant à la signature de la convention, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a salué ce geste qui témoigne de la vitalité de la coopération entre le Niger et les pays de l'Union européenne. Je voudrais donc me féliciter de la signature de la présente convention d'appui budgétaire d'un montant de 25 millions d'euros qui vient renforcer le plan d'action annuel 2021 Niger. Ceci permet de passer à un montant d'environ 197 milliards de nos francs CFA d'engagement sur ce nouvel instrument. Tout en saluant la vitalité de cette coopération avec l'Union européenne, il y a lieu d'appeler à une attention plus soutenue de la part de l'Union européenne
pour accompagner le gouvernement du Niger dans ses réponses aux défis et chocs auxquels le pays est confronté. J'évoquerai notamment l'insécurité alimentaire liée au changement climatique, les conséquences des attaques armées dans certaines zones frontalières qui induisent des pertes en vie humaine et des mouvements de population importants. Notez qu'à travers cet appui supplémentaire de 25 millions d'euros, l'Union européenne n'est pas à son premier geste, car dans le cadre des 7e, 8e, 9e, 10e et 11e FED, ce sont des ressources conséquentes dont la valeur peut être estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA qui ont été engagés par cette organisation des pays européens, rien que pour soutenir le Niger dans son élan de développement. Cérémonie de présentation et de remise de la compilation régissant le secteur de la défense nationale de 1960 à nos jours. Ce document servira de référence aux actions concernées dans la recherche de l'information. C'est le ministre de la Défense nationale qui a réceptionné ce document en présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Niger et du directeur de la DECAF et de plusieurs responsables des forces de défense et de sécurité. Nana Maria Moutari. Compilé en 5 tomes, à savoir les textes généraux, l'administration centrale du ministère de la Défense, les forces armées nigériennes, la gendarmerie nationale et les instruments juridiques de coopération militaire, ces documents déjà présents sur les sites web créés à cet effet retracent les événements du secteur de la défense nationale de l'indépendance du Niger en 1960 à nos jours. Le ministère de la Défense nationale a saisi l'occasion pour louer l'exemplarité de coopération qui lie le Niger au centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Cette compilation vise à fournir aux acteurs de la sécurité et aux citoyens un accès à tous les textes de loi et règlements régissant les ministères et servent de base documentaire pour les actions au quotidien et dans le respect des standards nationaux et internationaux. Un site web nouvellement créé donnera en outre toute information ou activité concernant notre ministère, la recherche et le téléchargement de documents relatifs aux différents concours et les résultats de ceux-ci. C'est le lieu de la coopération exemplaire avec la République fédérale d'Allemagne dont les financements ont permis la réalisation de cet important ouvrage. Présent au Niger pour la circonstance, le directeur du DECAF a réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés du gouvernement nigérien pour la défense et la sécurité du pays. Aujourd'hui, nous sommes réunis donc pour célébrer la conclusion d'un travail de haute importance stratégique pour le gouvernement du Niger et les ministres de la Défense en particulier. Permettez-moi de vous féliciter vivement pour ce résultat qui devrait pallier le manque et de la méconnaissance des textes régissent la manière globale du secteur de la défense. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Niger a lui énuméré quelques actions initiées par son pays depuis l'implantation du DECAF en 2014 au Niger. On soutient le Niger dans le domaine de la sécurité avec de multiples activités de soutien au centre d'entraînement des forces spéciales à Tilia. Mais il y a aussi depuis longtemps le soutien pour le génie militaire, il y a maintenant le soutien pour le bataillon de transport, pour le bataillon de reconnaissance, tout cela, l'école nationale des sous-officiers à Agadez. Cette confiance vient exactement du fait que le Niger fait tellement attention au domaine de la gouvernance du secteur de sécurité. Le coordinateur résident du DECAF Niger, Louis Pasteur, a aussi exprimé la reconnaissance de son pays à l'endroit des autorités nigériennes pour la parfaite collaboration dont elles font montre. Auparavant, cette compilation a fait l'objet d'une brève présentation afin de permettre aux uns et aux autres de bien cerner les textes régissant le domaine de la sécurité, appuyé par la création d'un site web pour permettre l'accès à ces textes en ligne et contribuer à leur vulgarisation. Le ministre des Finances a présidé ce matin à Niamey la cérémonie de lancement officiel des opérations de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. C'est sous le thème atténuer les risques liés au commerce et aux investissements en Afrique que le Niger a officialisé son adhésion à cette institution panafricaine. Abdoukarim Mamambarmou.
Cette rencontre marque le lancement officiel des opérations de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, une institution qui œuvre pour le développement des pays africains. L'adhésion du Niger en 2020 à cette institution émane de la volonté des plus hautes autorités du pays, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, dont la Banque européenne d'investissement. Ce développement du secteur privé que nous souhaitons, il se fera par une sécurisation des investissements, comme Manuel l'a indiqué tantôt. Il se fera par un accès facilité aux instruments financiers et aux instruments de garantie, en faveur de tous ces micro-entrepreneurs, de toutes ces PME, de toutes ces PMI et de toutes les grandes entreprises locales. Le développement du secteur privé passera aussi par la mise en place d'instruments innovants en faveur de tous les acteurs du tissu économique dans le pays. Et c'est grâce à des partenariats tels que celui que la BEI a aujourd'hui avec ATI que nous parviendrons ensemble à relever ce défi. Cette assurance est une certification de confiance dans la chaîne des valeurs et contribue à réduire le coût des transactions et d'accélérer très rapidement les échanges intra-africains et entre l'Afrique et le reste du monde. Nous voudrons pour preuve la faiblesse des échanges entre pays africains et la mission des coalitions dont Haïti fait partie a pour objectif final d'accélérer le commerce et de réduire les coûts de transactions dans la chaîne des valeurs, ce qui permettra à nos économies de créer plus de richesses et des emplois pour les jeunes et les femmes. En procédant au lancement des activités de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, le ministre des Finances a rappelé l'importance d'une telle adhésion du Niger à cette institution. Le choix du thème qui nous réunit ici dans cette cérémonie de lancement des opérations de l'ACA, la réduction des risques d'investissement du commerce, constitue une opportunité inédite pour officiellement lancer les opérations de l'agence au Niger. En effet, l'une des missions principales de ATI-ACA est de faciliter l'investissement étranger dans nos pays en constituant une alternative à la garantie souveraine, généralement requise par les investisseurs et les partenaires financiers à l'occasion de certaines transactions ciblant le secteur public, le secteur semi-public, dans le cadre par exemple de la mise en œuvre de projets structurants, notamment dans le secteur aussi important que ceux dont je venais de citer, qui sont des goulots d'étranglement pour le développement de nos pays, à savoir les infrastructures routières, le tourisme, l'exploitation minière, les infrastructures sanitaires, énergétiques, etc. Toujours dans ses propos, Ahmed Joudoud a lancé un appel à l'endroit des opérateurs du secteur privé, financier et le secteur public et semi-public de se prendre attache avec le service d'ACA afin de profiter des opportunités et avantages des produits financiers qu'offre cette institution au profit du développement de leur activité. Cérémonie officielle de remise de dons de 2 stations météorologiques avec système de télétransmission des données et 6 pluviomètres à la direction de la météorologie nationale. Un don de l'Union européenne réceptionné par le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Isaac Issa et Hawa Maman. Ce don d'équipement de suivi hydrométéorologique entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet MECRU Phase 2 qui a pour objectif de soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté dans les portions du territoire nigérien se trouvant dans le bassin de la rivière MECRU et sa zone d'influence à travers la gestion intégrée et concertée de l'eau. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, à travers sa composante numéro 1, planification et amélioration des connaissances des ressources en eau, qu'il est prévu l'acquisition et l'installation des équipements supplémentaires de collecte des données hydrologiques et météorologiques. D'un coût d'environ 25 millions de francs CFA, ces équipements sont composés de 2 stations météorologiques avec système de télétransmission des données et 6 pluviomètres. À travers ce don, l'Union européenne a voulu apporter sa contribution à la mise en place d'un dispositif durable de collecte et de valorisation de données hydrométéorologiques dans la zone d'intervention du projet. L'Union européenne a bien voulu donc accéder à cette requête qui a été formulée par le Partenariat mondial de l'eau Afrique de l'Ouest, le GWPAO, et le ministère de l'Hydraulique et l'Assainissement. Et donc aujourd'hui, c'est la concrétisation
en tout cas d'une grande partie de la composante in du projet. Un geste qui intervient dans un contexte d'inaccessibilité de certaines zones et qui explique le sentiment de satisfaction du premier responsable de la direction de la météorologie nationale. Ces genres d'extensions permettent, n'est-ce pas, d'avoir les données depuis notre bio, à partir de n'importe de son emplacement. On va en faire bon usage et surtout développer les produits d'information qui sont les plus pertinents, n'est-ce pas, pour tous les bénéficiaires, n'est-ce pas, de la zone. Cette aide vient donc renforcer de manière significative les capacités techniques de la direction de la météorologie nationale dans l'accomplissement de sa mission. Dans nos régions à Tillabéri, cérémonie de lancement de construction de salles de classe en matériaux définitifs, une initiative de l'État qui entre dans le cadre du programme Zéro Classe Payotte du président de la République. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, Abdoulaye Soumana. La région de Tillabéri compte à elle seule quelques 4628 salles de classe en matériaux précaires sur environ 36 000 que compte notre pays, le Niger. La présente cérémonie, qui fait suite à celle présidée par le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, le 5 novembre dernier, consacre le lancement à Tillabéri de l'opération de construction de salles de classe en matériaux durables. Une activité qui, selon le premier responsable de la région, entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence en matière de construction et d'équipement scolaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. Pour Yaya Aruna, elle vient également concrétiser un des engagements pris par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Ce jour est un jour mémorable en ce que nous assistons là au respect des engagements pris par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, lors de la campagne électorale et lors de son investiture, à faire de l'école nigérienne une école d'excellence, une école pour le développement. Vous êtes sans le savoir qu'un pays ne peut se développer sans la science, sans l'éducation. Et c'est pour ça que son Excellence, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a fait de l'école le centre ou le moteur du développement pour le Niger. Il s'agit aujourd'hui pour nous d'oublier quelque chose qui a beaucoup marqué les Nigériens, les classes en paillotte avec les séries d'incendies, que vous le savez, et même avec des pertes de vies humaines. C'est sur fonds propres de l'État que le président de la République, chef de l'État, a engagé cette opération. Et notre région bénéficiera de 231 classes en 3 mois. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Tillabéri a, au nom des populations, exprimé toute sa satisfaction au président de la République, chef de l'État, au gouvernement et aux partenaires du Niger pour tous ces efforts à leur profit. Pour cette première année, sur fonds propres de l'État, 24 classes pour le secondaire et 57 pour le primaire seront construites dans le département de Tillabéri. 30 classes pour le primaire à Filengue, 30 classes pour le primaire à Terra, 30 classes pour le primaire à Kolo et 30 classes pour le primaire à Walam. Peu après la pose de la première pierre de construction de ces classes à Tadras dans la commune urbaine de Tillabéri, le gouverneur a instruit les différents acteurs impliqués, précisément les entrepreneurs, à respecter les délais de 3 mois maximum qui leur est consacré. Lancement officiel à Difa également de construction de 99 salles de classe en matériaux définitifs. Cette initiative de l'État a été placée sous la présidence du gouverneur de la région, Ben Youssouf Abdelaziz et Abdraman Majiri. Au Niger, la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage constitue une préoccupation pour les autorités de la 7e République. En effet, le principal défi qui se pose aux acteurs du système éducatif est celui de l'amélioration des acquis scolaires. Ainsi, un dispositif de remplacement progressif des salles de paillotes en salles de classe en matériaux définitifs est en cours de réalisation sur toute l'étendue du territoire national. Objet d'ailleurs de la présente rencontre pour permettre une bonne prise en charge des élèves et autres apprenants. Je profite de cet instant pour remercier au nom de toute la région de Difa les plus hautes autorités du Niger, au premier rang desquelles son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, pour l'attention particulière accordée au secteur de l'éducation
depuis son accession à la tête de notre pays. C'est l'école Tchoulougari traditionnelle qui a servi de cadre pour le lancement des travaux de construction de 99 salles de classe équipées. La répartition des salles de classe, donc nous avons 45 salles de classe ici pour la commune de Difa. Donc parmi les 45, il y a 12 classes pour le collège, donc les 33, ça qui revient au primaire. Donc il y a 24 salles de classe pour la commune de Maïni et 30 classes pour la commune de Guingimi. Rentre dans le cadre du programme du président de la République, 0 classe payotte. Donc les classes payotte, donc on fait beaucoup de dégâts donc au Niger. Donc avec la construction de ces 99 salles de classe, donc ici la région de Difa, ça va vraiment permettre de pallier donc à ce problème de classe. La construction de ces salles de classe contribuera sans nul doute à la réduction des incendies, à la protection des élèves contre les intempéries, bref, à améliorer les conditions de travail et d'études dans les écoles. D'autre part, le gouverneur de la région de Difa a présidé ce matin une réunion de prise de contact avec les cadres régionaux des services déconcentrés de l'ECA et les forces de défense et de sécurité. Le point avec Ben Youssouf Abdelaziz et Abdraman Majeri. Objectif de la rencontre, discuter et échanger pour tracer une feuille de route sur les défis majeurs à relever, les contraintes liées au travail et une franche collaboration des cadres de l'administration dans toutes les actions.